Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission Startup Story, l'émission qui vous fait découvrir les jeunes entreprises bruxelloises. Et vous le savez, chaque semaine, on vous fait découvrir un thème différent. Et aujourd'hui, on va parler mode avec nos invités. J'avais envie de commencer par un petit chiffre. D'ici 2030, la consommation mondiale de vêtements devrait augmenter de 63%. On devrait avoir produit 102 millions de tonnes de vêtements d'ici là. Une entreprise et une industrie plutôt même très polluante, donc l'une des plus polluantes au monde. Mais vous verrez qu'il existe des solutions. Nos 4 entrepreneurs nous raconteront leur startup story et nous donneront évidemment leurs solutions. Ève Houbar est avec nous. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Noé by Ève. À côté de vous, il y a Jean Sey, fondateur de la startup Lucide. En face, Adrien Lejeune. Bonjour Charlotte. Bonjour, vous êtes cofondateur de New Oceans. Et enfin, Charlotte Munzer. Bonjour. Fondatrice même de CM. Alors merci à tous d'être avec nous. On a un petit challenge pour commencer cette émission. C'est une tradition depuis la saison dernière. C'est celle du pitch, ou plutôt de présenter sa start-up, son histoire, en seulement 20 secondes. Alors c'est très court, 20 secondes, mais on a eu une volontaire pour se lancer. Il en faut bien une pour commencer. C'est Ève qui va s'y coller. Je pense que le chrono est prêt. Alors est-ce qu'on peut découvrir Noé by Ève en 20 secondes? On va essayer. C'est parti alors. Alors Noé by Ève, c'est une marque de vêtements évolutifs et d'accessoires pour bébés entre 3 mois et 3 ans. Les vêtements sont confectionnés dans un tout petit atelier bruxellois. Les tissus viennent des Pays-Bas et je veille à ce qu'il n'y ait aucune matière animale aussi dans les tissus choisis. Et pour finir, je vois que je suis loin du chrono, mais on a des vêtements intemporels pour garantir la durabilité. On aura évidemment plus de temps pour présenter tout ça. Noé, pourquoi Noé? Pourquoi ce prénom-là? Alors, je voulais un nom d'enfant déjà de base, et puis c'est un petit signal à l'Arche de Noé pour voilà. L'écologie. Exactement. D'accord, très bien. Il y a déjà des messages, Oui. on le voit. À côté de vous, c'est Jean Sey, fondateur de Lucide. Donc, on va le découvrir en 20 secondes. Est-ce que Jean est prêt? Je suis prêt. Eh bien, alors, c'est parti. Donc, Lucide, c'est une marque de vêtements qui veut créer des vêtements sans créer de problème. Alors, évidemment, nous, on en a marre du greenwashing de la fast fashion. Donc, du coup, on propose une alternative vraiment très concrète. On produit tous nos vêtements en 100% recyclés. Le tout produit en Belgique et confectionné dans un atelier de travail adapté. Donc, on soutient l'économie sociale et on soutient l'économie locale. Très bien. À 1 seconde près, on est bon je pour donne la seconde à Ève. C'est ça, on donne la seconde à Ève, c'est parfait. Alors là aussi, Lucide, si on doit donner le nom en complet, c'est Lucide Honest Clothing. Donc il y a Lucide, honnête, ce sont les valeurs fondatrices de la marque? Il y a beaucoup de valeurs derrière la marque, mais Lucide, c'est surtout pour... déjà, parce qu'on n'avait pas de nom légal, il fallait en trouver un et il y en a un qui était pris. Mais c'est surtout pour le fait de ramener de la lucidité dans nos vêtements, donc vraiment comprendre qu'il y a un problème et il y a une problématique derrière nos vêtements, et comprendre de manière lucide comment régler cette problématique en consommant moins, en produisant mieux, etc., comme on verra aujourd'hui. Très bien, et on verra que les noms déjà pris, ça peut faire écho sur une autre marque aussi, mais on va d'abord découvrir New Oceans avec Adrien Lejeune. New Oceans en 20 secondes, ça donne quoi, Adrien? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un type de déchet qui, pour l'instant, ne peut pas être valorisé sur les plages et océans en Thaïlande. On les nettoie, broie et compresse pour en faire des nouvelles sandales qui elles-mêmes sont 100% recyclables. Donc, en fin de vie, vous pouvez nous les renvoyer. On les rebroie, recompresse, donc on répète le processus pour en refaire des nouvelles. Donc on s'attaque à la tongue, et pourtant, New Ocean, ça ne me dit pas tout. Nu en néerlandais maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien. Et donc en fait, on cherchait aussi un nom qui n'était pas encore utilisé pour changer. Et du coup, on s'est rendu compte que New, N-E-W, c'était déjà pris. Et du coup, on a fait un petit brainstorm, mais on s'est rendu compte que New Oceans, en plusieurs langues, surtout qu'on est une équipe internationale, ça fonctionnait bien. Comme vous l'avez dit, en néerlandais, ça veut dire maintenant. En français, nu, comme les océans nus de plastique. Et new en anglais pour nouveau. Très bien, on explorera évidemment pourquoi est-ce qu'on est parti en Thaïlande. Mais d'abord, il y a CM qu'il faut présenter avec Charlotte Munzer. En 20 secondes, CM, Charlotte, ça donne quoi? Alors CM, c'est une marque entièrement basée sur l'économie circulaire et le zéro déchet. On produit des collections pour hommes et femmes dont les tissus proviennent exclusivement de stocks oubliés de grandes maisons de luxe. Et le but, c'est d'aller contre ce gaspillage qui existe dans ces maisons de luxe et aussi de proposer des collections avec des très belles étoffes à prix plus raisonnables. Donc, très bien, à 1 seconde près aussi, vous êtes plutôt pas mal en termes de timing. CM, ça s'écrit S-E et puis E-M. Charlotte Munzer, CM, il y a un lien? C'est mes initiales en phonétique. Très bien, et il y a une raison pour laquelle on a donné ce nom-là, il y a une petite anecdote? À la base, j'avais pas envie de mettre mon nom
total en avant dans la marque, mais il n'y a rien à faire. Je suis styliste, j'ai une formation de styliste, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, n'importe qui, entre guillemets, peut lancer une marque de mode, et c'était quand même important pour moi d'avoir un petit bout de moi dans le nom pour rappeler que je suis styliste de base. Eh bien, très bien. On vous connaît un petit peu mieux maintenant. C'est vrai que quand on lance sa start-up, ça peut commencer de plein de manières différentes. Ça a été le cas pour vous. Il y a l'école notamment qui a été un tremplin. Et puis parfois, ça démarre sur des reconversions professionnelles. C'est le cas pour Eve. Alors, les enfants, par contre, ça c'est resté. Vous étiez institutrice avant de lancer Noé by Eve. Tout à fait. J'étais institutrice, mais j'avais toujours un peu cette volonté de lancer quelque chose à moi et aussi d'impacter un peu le monde dans lequel justement les enfants dont je suis si entourée allaient grandir. Et donc j'ai profité du premier confinement pour apprendre à coudre devant des tutos sur YouTube, pour la petite anecdote, et lancer quelque chose qui m'appartenait mais qui avait aussi un impact. Et donc j'ai commencé la première année en étant encore instite à temps plein. Et puis j'ai décidé l'année passée, en juin, de me lancer à 100% dans mon projet. Et donc là maintenant, je suis plus qu'entrepreneuse. Et pourquoi l'évolutif? Qu'est-ce que ça apportait comme réponse à la problématique de l'habillement chez l'enfant? En fait, on sait que les enfants grandissent très très vite. Et donc, en parlant et en interviewant énormément de mamans, je me suis rendu compte que le gros problème, c'était que surtout les mamans étaient déjà tristes de devoir jeter des vêtements qui avaient servi pour des occasions, etc. Et aussi parfois que les enfants les portaient qu'une fois, voire pas du tout parce que c'était déjà trop petit. Et donc, j'ai réfléchi à ça. Et puis, je suis vite arrivée à l'idée qu'en fait, avec l'opportunité, les tissus et la variété qu'on avait actuellement, il y avait moyen de faire quelque chose. Et donc, j'ai remplacé les 7 tailles standards par 2. D'accord, voilà. Donc d'habitude, il y a 7 tailles dans les magasins, et là, il y en a 2. Et là, il n'y en a plus que 2. Et évolutif, concrètement, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on voit quelques photos derrière vous, mais ça veut dire que c'est extensible? Presque, ça grandit vraiment avec l'enfant, donc avec des petits détails comme des élastiques à boutonnières, des bretelles ou des ourlets qui sont doublés de façon à ce que ça soit joli et que ça reste. Et le vêtement va vraiment grandir avec l'enfant, et donc il va pouvoir le porter. Par exemple, la première taille, c'est entre 3 mois et 12 mois. Okay. Et donc, il va pouvoir le porter 9 mois au lieu de 1, comme dans les magasins habituels. Durable, parce que justement, on le met plus longtemps. C'est ça. Et puis aussi, au niveau de la qualité, le but, c'est qu'il soit vraiment porté longtemps, mais que ça soit transmis de génération en génération. Et donc, ils sont tout à fait unisexes. Il n'y a pas de couleur, c'est pas genré. Et les coupes sont tout à fait intemporelles aussi. Une reconversion professionnelle donc, et puis je parlais de l'école, alors je me tourne vers Adrien parce que la rencontre avec l'un des cofondateurs de New Oceans, ça se passe notamment à l'école ici à Bruxelles. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attaque à la problématique des tongs? Ça commence par où, New Oceans? En fait, l'histoire avait commencé lors d'un voyage à Bali en Indonésie. On a été vraiment choqués en fait, de toute la pollution plastique qu'on trouvait sur les plages et les océans. Et un déchet en particulier avait attiré notre attention, c'était les tongs. Parce que quand on pense à la pollution plastique, on pense souvent aux sacs, on pense aux bouteilles, on pense aux pailles, etc., mais pas forcément aux tongs. Et selon les organisations de nettoyage locales de déchets, ça peut compter jusqu'à 20% des déchets récupérés. Donc 20%, c'est presque un déchet sur 5. Et donc c'est énorme. Et on a fait quelques recherches et on s'est rendu compte de 2 choses. Donc d'une part, que les tongs étaient le type de chaussures le plus vendu au monde, avec plus de 3 milliards d'exemplaires produits chaque année. Et d'autre part, c'est un déchet qui pour l'instant ne peut pas être valorisé. Et donc de là a commencé l'histoire du projet. Il y a donc plusieurs étapes de reconstruction. On prend les anciennes, on en fait des nouvelles. Exactement, c'est ça. Donc on récupère les anciennes et ensuite on va les broyer. On a une petite démo même en direct. C'est ça. On va donc les broyer et ensuite les compresser pour faire ces feuilles de déchets qui vont ensuite être le centre des sandales. Très bien, on en sait un petit peu plus. Alors je disais que l'école est souvent moteur de ce genre de projet. Pour Charlotte aussi, ça a commencé à la Cambre en stylisme, de se dire, tiens, si j'utilisais des tissus qui existent déjà quelque part, mais tout ça va vraiment démarrer lors d'un premier job à Paris en fait. Oui, tout à fait. Donc le principe d'utiliser des anciens stocks de grandes maisons de luxe, je l'ai d'abord utilisé dans mes collections à l'école tout simplement pour une question de budget. C'est vrai que trouver des beaux tissus quand on fait la Cambre, c'est un peu la clé des collections. Et aller piocher dans ces stocks oubliés, ça nous permet d'avoir des très très belles étoffes à prix réduit. Et une fois que j'ai eu la chance d'être embauchée dans une de ces maisons à Paris, j'ai réalisé en fait le nombre de tissus qui n'étaient pas utilisés pour les défilés, le nombre qu'on commandait versus le nombre qu'on utilisait réellement. Et je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire et à pousser plus loin.
rallonger la durée de vie, recycler, récupérer du préexistant. Il y a une 4e solution qui a été proposée chez Lucide avec Jean, c'est la fibre recyclée. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à se dire qu'on lance des vêtements en fibre recyclée, justement ? Là, ça partait, comme tu disais justement avant, ça partait aussi d'une réflexion qui s'est développée plus au niveau scolaire, parce que c'était pendant l'écriture d'un mémoire. Et ce mémoire, c'était vraiment appliquer une solution concrète à une industrie qui est problématique, qui est celle, comme tu as dit en début d'émission, de l'industrie du vêtement. Et c'était vraiment voir si l'économie circulaire pourrait répondre ou pourrait être une partie d'une réponse à vraiment réduire l'impact environnemental et social de cette industrie. Et alors, du coup, pendant 2 ans, évidemment, c'est long en mémoire, j'ai écrit là-dessus, j'ai contacté pas mal de personnes, j'ai accumulé pas mal de connaissances. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, à la fin, le résultat et le bilan est positif. Quand on fait une analyse de cycle de vie, on voit qu'à la fin, les matières recyclées permettent de proposer un bilan carbone, même un bilan au niveau de l'eau utilisée dans la production de matières premières, etc., qui est plus positif que la plupart des matières présentes sur le marché actuellement. Mmh. On voit que vous vous êtes lancé dans des filières assez différentes, avec quand même un même objectif, plus de durabilité, proposer une mode plus éthique aussi. Alors, quand on parle de durabilité, bien souvent, on l'associe aussi au fait d'être local, à une production peut-être plus locale. Vous verrez que ça n'est pas forcément la solution que vous avez choisie. Alors, je vais peut-être commencer avec Adrien, puisque on parlait des plages, des tongs, de la Thaïlande. Alors ici, on a quand même fait un choix. Durabilité ne veut pas spécialement dire relocaliser en Belgique. C'est ça, tout à fait. Donc nous, en fait, on récupère les déchets en Thaïlande parce que c'est des déchets qui ne sont pas présents pour l'instant ou en très peu, pas en grande quantité ici en Europe. Et par contre, tout le reste de la chaîne de production se fait en Espagne parce qu'ils avaient déjà, en fait, toutes les machines et ils travaillaient déjà avec d'autres matériaux recyclés. Et donc c'est là que s'est fait le choix de tout faire en Espagne, sauf les déchets qu'on importe de Thaïlande. On ne pourrait pas le faire sur la côte belge, par exemple. Non, on ne pourrait pas. Il n'y a pas de tongs sur la côte belge. Non. Pas assez, très peu. en tout cas. En tout cas, si on a, après, elles sont renvoyées dans les pays en développement. D'accord. Et donc, tout est fait en Thaïlande, c'est-à-dire que la première partie, en tout cas, de la production est réalisée là où elle a été trouvée. Tout à fait. Jusqu'aux feuilles de déchets, tout se fait en Thaïlande et tout le reste ensuite en Espagne. À côté de vous, chez Charlotte, on a aussi choisi d'être ailleurs qu'en Belgique. On a été plutôt du côté du Liban pour la production. Alors, c'est un choix éthique, c'est un choix écologique ou c'est plutôt un choix du cœur, Charlotte ? C'est plutôt un choix personnel, vu que, en fait, quand j'ai lancé la marque, il y avait vraiment 2 problématiques. Je pense qu'on a tous eu face à nous, c'est la matière première et la production. Vu que le côté matière première était plutôt lié à mon parcours professionnel, je voulais que la partie... Paris, du coup. Voilà. Et du coup, je voulais que la partie... atelier de production soit lié à mon parcours personnel. Mon papa est libanais et j'étais en vacances là-bas pour aller voir ma grand-mère quand il a fallu un peu trouver des solutions au niveau de l'atelier. Et j'avais envie que pour une fois on parle du Liban de façon positive et pourquoi pas à ma petite échelle de prouver que c'est possible d'investir et d'entreprendre là-bas et que ce pays a un potentiel bien plus grand que ce qu'on pense. Est-ce qu'on pourrait relocaliser la production à Bruxelles ou bien ça serait quelque chose de plus compliqué ? On pourrait, oui. Après, honnêtement, je suis hyper attachée au process et personnellement, le Made in Belgium est effectivement un gage de qualité, mais je trouve que la transparence avec laquelle je crée mon projet et la façon dont je produis là-bas, la charte que je mets en place sur place vaut un Made in Belgium. Donc c'est vraiment pas dit... pardon. Un choix du cœur, vraiment. Voilà, un choix du cœur, c'est important pour moi. De l'autre côté de la table, c'est vrai qu'on a fait le choix de la proximité, de relocaliser la production. Ève, c'est même un atelier à Bruxelles. Oui. Alors, ça fait partie de l'ADN de la marque ? Oui, depuis le tout début, avant même de savoir que je voulais faire de l'évolutif, je savais que je voulais rester belge. Et c'était pas super évident, déjà de trouver les ateliers et puis aussi de les convaincre de réduire les tailles parce que ça voulait dire moins de production. Et en plus, j'avais cette volonté de faire des très petites productions pour ne pas surproduire, quitte à les refaire après. J'avais vraiment pas envie de me retrouver avec du stock et du surplus à devoir après brader parce que ça fait pas du tout partie de l'identité de la marque. Et donc, je me suis mise à chercher un atelier à Bruxelles. Et de bouche à oreille, j'ai fini par trouver. Et c'est vraiment... ici, ça me convient super bien, dans le sens où c'est très petit.
Après, voilà, c'est pas toujours... on a plein de problèmes avec les ateliers. Je pense que partout dans le monde, peu importe où on produit, on a des retards, etc. Ça veut pas dire que... Tout le monde Parce dit oui, que- en tout cas, là, autour de la table. Tout le monde a l'air de C'est pas dire parce oui. que c'est belge que c'est forcément à l'heure, mais en tout cas, ça me convient bien aussi de pouvoir communiquer à chaque instant avec eux, pouvoir aller les voir quand je veux, de pouvoir leur apporter aussi mes matières premières à n'importe quel moment. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce lien. Un choix donc de Bruxelles. Alors pour Jean et pour la marque Lucide, on a extrapolé plutôt à la Belgique. Je posais la question du lien entre durabilité et le fait d'être local. Est-ce que là, on y voyait un lien et c'était une valeur qu'on avait envie de présenter avec la marque? Je pense que ça dépend jusqu'où tu veux pousser la réflexion, mais d'office, le plus local tu vas produire, enfin le plus local de la consommation tu vas produire, le moins tu auras de transport déjà, même si le transport n'est pas la plus grande partie où tu as des problématiques environnementales au niveau du textile. Ça réduit déjà l'impact de ton vêtement, il ne doit pas faire 7 fois le tour de la planète ou pas finir de trop loin, donc ça c'est déjà une chose. Mais là où on va encore plus loin en relocalisant un maximum les étapes de production, c'est qu'on crée de la résilience. Donc là, on a pu voir avec bon c'est un mot interdit maintenant, mais le Covid, On a le droit pu d'en voir parler. mais ça, je vais pas me faire censurer. Mais on a pu voir que, par exemple, pour des trucs aussi bêtes que des masques, on n'avait pas de production, on n'avait pas moyen de production, parce qu'on dépend entièrement de pays producteurs. Là, avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est pareil, on dépend quasi entièrement de notre énergie à un autre pays avec lequel il y a eu un conflit. Donc le plus tu vas relocaliser, le plus tu vas créer la résilience dans ta chaîne de valeur, le moins tu risques de faire ce genre de problème. Et alors la troisième partie, c'est que tu as beaucoup plus de transparence. Ici, le Liban, c'est pas très loin, tu peux te rendre sur place parce que du coup, tu as des affinités avec le pays. Mais moi, par exemple, le fait de pouvoir me rendre toutes les semaines à mon atelier ici à Philippeville, d'ailleurs si elle me regarde, salut à elle. On les voit hein, d'ailleurs dans les vidéos qui circulent voilà. derrière nous. Mais c'est incroyable parce que du coup on a beaucoup plus de flexibilité, on grandit avec l'atelier, on a une relation de confiance, je sais exactement avec qui et comment je travaille. Donc ça c'était une autre étape qu'on voulait mettre en plus dans le projet pour checker vraiment toutes les valeurs et toutes les normes derrière, quoi. Et ce qui est marrant, c'est de voir que bien souvent, les startups, elles naissent à Bruxelles, en tout cas dans vos têtes, dans vos études, et là où l'histoire commence. Et puis, petit à petit, on construit l'histoire un peu partout dans le monde, en effet. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la matière première. Il y a un choix à faire, hein, si on veut un impact un petit peu moins important sur la planète. Et puis, il y a la production. Où est-ce qu'on produit? Comment on produit? Vient une autre question importante, qui est celle du prix. C'est vrai qu'il faut fixer un prix pour une mode éthique. Et parfois, c'est plus compliqué de convaincre. Alors, Charlotte, quand on propose des capsules du coup en petite production, puisque c'est vraiment l'ADN de CM, est-ce que petite production veut dire plus grand prix forcément ou pas forcément? Forcément. Donc, chez CM, on produit entre 1 et 10 pièces. Ça impacte directement le prix. Après, le but n'était pas non plus de concurrencer des marques de fast fashion, ni en termes de qualité, ni en termes de prix. Mais cependant de rester quand même assez abordable, parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire qu'il faut consommer mieux, éthique, local, mais si un manteau coûte la moitié d'un loyer, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas se le permettre. Donc c'est vrai qu'il y a des astuces à trouver, aussi bien au niveau du patronage que de la confection, que en fait des matières, sachant que moi je ne voulais pas toucher au prix de confection. Il faut négocier ailleurs, donc c'est plus avec les grands groupes de luxe que du coup je négocie les tissus pour avoir les meilleurs prix et forcément réduire le prix à la fin pour le client. On parlait de récupération, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir où ils vont habituellement ces rouleaux de tissus. C'est quoi leur destinée? Alors c'est très flou. Okay. Quand on est dans les océans. Quand on est styliste pour un grand directeur artistique d'une grande maison de luxe, notre job, c'est pas de savoir où vont les rouleaux, en fait. Notre job, c'est vraiment que le directeur artistique puisse raconter son histoire au prochain défilé. En général, les délais sont très courts et les délais pour commander les tissus très longs. Donc, on va prendre de l'avance, on va prendre des sécurités parce que le directeur artistique a tout à fait le droit de changer d'avis la veille du défilé. Et le manteau qu'il avait toujours voulu en rouge depuis 3 mois, tout d'un coup, il le veut en bleu. Donc, nous, on sert à assurer nos arrières et à faire en sorte qu'à la fin, ils soient contents. Et on se pose pas trop de questions. Voilà, on se pose pas de questions. Une fois que je l'ai posé, on m'a dit non, mais occupe-toi de tes affaires. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est délocalisé parce qu'à Paris, l'espace coûte très cher, il y en a pas beaucoup. Donc, ça part en province, en France, à nouveau, on ne sait pas trop où. Et c'est malheureusement jeté ou brûlé ou donné. Mais en général, malheureusement, c'est pas donné parce que le transport coûte cher et qu'ils n'ont pas envie de perdre encore plus de sous.
Et quand on sait l'impact carbone de produire ces textiles, on se pose vraiment la question. Alors, chez Lucide, effectivement, on s'est posé la question, forcément, vous vous êtes tous posé la question. On a cette fibre recyclée. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on choisit cette matière première-là, on a forcément un prix plus élevé que dans la fast fashion, par exemple, puisqu'on en parlait? Oui, mais pour plein de raisons, pas seulement le fait que la matière en tant que telle est plus chère, et aussi le fait les volumes. On a des volumes vachement différents de la fast fashion, donc évidemment on n'a pas des rabais qui est lié à l'efficacité de la production. Mais sinon, rien que le fait d'intégrer en fait les externalités négatives, donc le fait d'avoir des usines qui ne polluent pas, enfin qui font attention à leur traitement des eaux, de savoir où tu fais ton sourcing, le processus de recycler, etc. Bah, tout ça, ça a un coût. Que tu n'as pas quand tu fais du coton et que tu pollues la rivière d'à côté ou que tu exploites des gens dans ta chaîne de valeur. Donc il y a tout ça que tu dois intégrer dans le prix. Et alors la question du prix final pour le vêtement, ben, c'est clair que ça se répercute là-dessus. Mais quand tu communiques bien autour, les gens commencent à comprendre petit à petit qu'un t-shirt à 5 euros, c'est pas normal. Il y a toute une sensibilisation à faire derrière. Mais à partir du moment où tu es très transparent et tu sais comment tu le fais et t'expliques aux gens comment tu le fais, ça devient une force. Donc voilà, là on voit vraiment une croissance à ce niveau-là, au niveau de la compréhension de combien coûte vraiment un vêtement. Mmh. Adrien, rapidement, c'est vrai que des tongs, on peut en avoir à n'importe quel prix. Je vous voyais hocher sur ce que disait Jean. Ouais, non, il a tout à fait raison. Et pour ajouter à ça, il y a aussi les conditions de travail auxquelles il faut faire attention. Et puis, je pense que non seulement les gens comprennent maintenant qu'il faut faire attention à tout ça, mais en plus de ça, on se dit c'est peut-être mieux d'acheter plus cher, mais quelque chose qui va durer plus longtemps. Là, la problématique des tongs, bah, typiquement, une tongue bon marché, elle peut durer 2 semaines, alors que des bonnes tongs peuvent durer 4 ans. Donc la différence, elle est quand même là aussi, quoi. Et justement, en termes de durabilité, Eve est sur le même terrain. Donc c'est là aussi, on paye plus cher à la base, mais on garde plus longtemps. C'est ça, c'est exactement là-dessus que je communique aussi. Je me reconnais beaucoup dans le discours de Jean sur tout le reste. Mais la particularité ici, c'est que moi, je peux dire que je remplace un peu 4 vêtements par un. Et du coup, voilà, j'ai choisi d'avoir un vêtement peut-être plus qualitatif, moins produit, etc. Enfin, moins grande quantité, mais on portera beaucoup plus longtemps. Et du coup, ça justifie aussi le prix. Alors avant de se quitter sur ce plateau, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission, j'avais envie de voir un petit peu quels étaient vos projets pour la suite. Jeunes entreprises, on parle beaucoup de croissance, de grandeur. Est-ce qu'on a des envies de grandeur justement? Adrien, c'est quoi les prochaines étapes pour New Oceans? Pour New Oceans, je dirais on voudrait prendre le processus de faire les feuilles de déchets in-house, donc pourquoi pas en Belgique par exemple, mais en tout cas les ramener en Europe et imaginer alors d'autres utilisations, que ce soit pour des plaines de jeux pour enfants ou l'isolation, enfin voilà. Il y a plein de projets dans vos têtes alors. Se diversifier aussi, pas rester seulement focus sur les sandales, parce qu'il y a d'autres applications auxquelles on pourrait utiliser beaucoup plus de déchets des océans. Jean, pour Lucide, du coup, ça serait quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'on a envie de devenir international, de concurrencer la fast fashion avec de la fibre recyclée? D'abord, c'est prendre des vacances, je pense, parce que là, je suis lessivé. Mais oui, évidemment, on a un produit qui est quand même assez basique, entre guillemets, au niveau du style qu'on donne, pour parler à un maximum de monde. Et on a fait exprès d'avoir des marges plus réduites pour pouvoir abaisser le prix, un prix qui est jugé comme abordable par le commun des mortels, on va dire. Et donc du coup, voilà, le but c'est vraiment de pouvoir remplacer la fast fashion, ça va être très compliqué je pense, mais de pouvoir proposer une alternative concrète à ça. Et évidemment, il y a plein de projets, là on veut passer par d'autres matières, on aimerait bien développer le chanvre et le lin belge, c'est déjà quelque chose sur lequel on travaille. Évidemment, on reste dans le local. Et rester un maximum dans le local. À la base c'était de faire du 100% belge, on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué, mais tout ce qu'on peut faire en Belgique on le fait et on va continuer à le faire. En fait, Charlotte, c'est vrai que cette marque, elle a déjà quelques années. On a plusieurs capsules qui sont déjà sorties. Alors, ça serait quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'on a envie d'ouvrir un maximum de magasins, de faire des grands défilés, ou ça, c'est pas vraiment l'objectif? À terme, grandir, ça c'est sûr. Après, dans une échelle assez moyenne. Le but, évidemment, n'est pas, comme tu disais, de concurrencer la fast fashion, ça va être compliqué, mais voilà, de proposer une alternative aussi, de se rendre compte aussi qu'au niveau du service, il y a moyen d'avoir des marques de mode où on sait qu'il y a derrière, où on peut avoir un service un peu à l'ancienne, avec voilà, un vrai service client. Et donc, forcément, ce service fait que je ne pourrais pas devenir immense en termes de marque, mais en tout cas grandir, ça c'est sûr.
Alors du côté de Noé by Eve, est-ce qu'on a envie d'agrandir les tailles? Est-ce qu'on a envie de rester petit pour, comme le dit Charlotte, avoir ce contact avec la clientèle? Ce serait quoi les prochaines étapes? Alors moi, j'aime bien pour le moment l'étape du bébé parce que c'est eux qui grandissent le plus vite, c'est déjà. Donc je pense qu'au niveau des tailles, non, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus loin que ce que je fais pour le moment. Et je n'ai pas non plus l'ambition de conquérir le monde avec ma marque, mais pourquoi pas déjà la Belgique, parce que pour le moment, je suis très... j'ai mon petit nid bruxellois qui me convient très bien, mais je pense que déjà l'agrandir à la Belgique, ce serait une bonne chose. Et puis pourquoi pas aller chez nos voisins, mais pas beaucoup plus loin, en tout cas pas dans un court ou moyen terme. Eh bien, merci à tous d'être venus partager vos histoires, vos expériences aussi de ces startups et à la conquête de la mode pour faire une mode plus éthique. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission, mais pas de panique. Startup Story revient dès dimanche prochain. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur BX1.